Bon, si Eris est bel et bien une planète qui renvoie au chaos, eh bien, on devrait avoir des éléments dans le thème d'Albert Einstein qui alimenteraient l'idée que Eris a une place prédominante. Et là, ça a été bingo. Hein. On prendra son thème à Albert Einstein pour voir l'importance et l'influence d'Eris, c'est-à-dire qu'il a un Eris déjà dans son thème qui est archi-dominant, et au niveau des transits, par le jeu donc de ces aspects de cette planète-là sur ces planètes de naissance, avec les transits, eh bien, il aura été marqué plusieurs décennies par l'influence d'Eris. Donc là, je me suis dit, on tient une piste intéressante à exploiter. Ensuite, donc oui, ça c'est la pyramide de Maslow. C'est intéressant parce que finalement Maslow, le fameux Maslow, a construit une pyramide qui synthétise l'ensemble des besoins de l'homme. Et comme par hasard, eh bien Mars, qui se retrouvait nous dans le système RET au centre de l'image, eh bien chez Maslow est à la base. Comme quoi, on est vraiment sur une pierre angulaire, sur quelque chose de central autour de cette planète-là, qui est en duo, mais qui n'a pas de duo, donc ce qui est relativement étrange. Bon, éventuellement, alors ce qu'il y a d'intéressant, et ça a été mis à jour également par Jean-Pierre Nicolas, qui a eu, je dirais, la fulgurance de penser que le développement de l'homme et les âges de l'homme étaient imprégnés, portaient l'empreinte des cycles planétaires. Et effectivement, c'est bingo, quoi. C'est-à-dire que les cycles planétaires, eh bien, renvoient, lorsqu'une planète fait le tour de son orbite, eh bien, ces cycles-là, systématiquement, je dirais presque en translation, eh bien, de façon presque linéaire, renvoie à des âges de développement de l'homme. Par exemple, la Lune, eh bien, ça correspond, elle met un mois pour faire le tour de la Terre, et donc correspond à tout ce qui relève des besoins de protection et de sécurité, et renvoie aussi à des caractéristiques particulières. Où est-ce que je l'ai mis cette voilà, c'est là. Et renvoie donc à des caractéristiques particulières au niveau des fonctions qui sont travaillées durant cette période-là, des fonctions qui habitent l'homme. Donc là, avec la Lune, on est sur l'indifférenciation intérieure-extérieure. C'est ce que les psychologues ont mis à jour. Ils se sont aperçus qu'à partir du premier mois de naissance, l'enfant commençait à avoir un regard porté sur l'extérieur, qu'il tentait je dirais, des amorces de communication non verbale avec le sourire intentionnel qui apparaît, avec le contact regard-regard. Donc là, ça correspond pile poil au cycle mercurien. Ensuite, on est sur les attachements, les premiers attachements, et toute la symbolique décrite par les psychologues renvoie à la fonction vénusienne. On fonctionne à partir du plaisir, de l'attirance, du désir, et on se forge du coup les attachements primaires qui ensuite serviront quelque part de matrice et expliqueront les futurs coups de foudre lorsqu'on rencontre quelqu'un. Le soleil, eh bien là, correspond au stade du miroir, puisque le soleil il met 1 an pour faire le tour du propriétaire. Enfin, on met 1 an, la Terre met 1 an pour faire le tour du propriétaire, c'est-à-dire de notre soleil. Par conséquent, eh bien, on est sur une idée de construction de l'image de soi et d'intentionnalité. C'est la symbolique du soleil en astrologie. Mars renvoie donc à tout ce qui a été mis à jour par les psychologues du développement de l'enfant autour de l'exploration sensorimotrice. C'est l'acquisition de la marche. L'enfant comprend son environnement en agissant dessus. Ensuite, on est sur le stade jupitérien, et là, comme par hasard, eh bien, ça correspond à l'apprentissage des codes, Jupiter étant par essence un transmetteur de savoir et de références collectives. Donc là, comme par hasard, on est encore sur une liaison entre ce qui se passe dans le développement de l'enfant et ce qui renvoie à la fonction des jupitériennes en astrologie.
Et Saturne, pareil, c'est l'adolescence, hein, le demi-cycle est important. Donc là, le demi-cycle jupitérien, c'est 6 ans. 6 ans, ça correspond à l'entrée au CP, à l'apprentissage de la langue écrite. 2 ans, ça correspond à l'entrée de l'apprentissage de la langue orale. Saturne, demi-cycle, 14 ans, bon bah là, c'est les mutations physiologiques, c'est les remises en question, c'est la pensée hypothético-déductive qui se met en route, hein, donc ça, on est avec une idée de révolte, une idée où on pense que l'existence peut être autre, hein, d'où le côté rebelle, préoccupation métaphysique des adolescents, hein, mais l'adolescence avec le demi-cycle saturnien est clair et net, hein, vers 14 ans, mais au final, le cycle saturnien, lui, il s'étend jusqu'à 30 ans. Et on remarque que 30 ans correspond clairement à un virage dans le développement des âges de l'homme, avec des remises en question parfois qui peuvent être véritablement radicales. D'où l'utilisation d'une nouvelle terminologie autour de l'adolescence, qui dure finalement... les observateurs se sont aperçus que les traits de l'adolescence pouvaient s'éterniser jusqu'à 30 ans. Bah oui, évidemment, puisque Saturne met 30 ans pour faire le tour du Soleil. Ensuite, on rentre dans l'âge uranien. C'est l'âge, après 30 ans jusqu'à 84, c'est l'âge adulte. Et là, eh bien, on est manifestement sur une idée d'engagement. On commence normalement à s'orienter dans une direction bien précise et savoir un peu mieux ce vers quoi on veut se tourner. Ensuite, à l'âge neptunien, on commence à décrocher, hein. Il y a une idée de décrochage, hein, parce que là, on rentre au cœur, je dirais, de la transcendance. Donc là, du coup, on prend ces informations d'ailleurs. On fonctionne davantage sur un mode plus intuitif. Et là, on est plus en phase avec tous les messages qui peuvent nous arriver, hein, et qui nous mettent en... je dirais, en vibration sur ce qui se vit autour de nous, mais de façon plus imperceptible. On est quand même sur une dynamique de distanciation, sur une dynamique de prise d'informations qui sont à un autre niveau. On n'est plus dans l'engagement, on n'est plus dans le factuel, on est davantage connecté, je dirais, sur cet âge-là. Alors, en positif comme en négatif, hein. Quand on conserve ses facultés mentales, eh bien, je pense qu'on gagne beaucoup en intuition avec toutes les expériences qu'on a pu accumuler, hein. Mais bon, quand malheureusement, on a une maladie neurodégénérative, eh bien là, on perd je dirais, en acuité et on peut tomber dans une forme de confusion. C'est aussi la symbolique de Neptune en négatif. Et puis là, bon, on est effectivement sur les limites de la théorie des âges de Jean-Pierre Nicolas, puisqu'on n'atteint pas encore les 165 ans. Et là, c'est le grand inconnu. C'est le monde invisible, c'est la symbolique de Pluton, c'est l'au-delà, c'est le niveau des réalités cachées, de tout ce qui relève de l'inclassable, hein, puisque Pluton, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, eh bien, est une planète qui n'arrive pas à rentrer dans aucune case, hein, d'où l'intérêt, effectivement, moi ça m'a fait beaucoup sourire, hein, qu'on ait déclassé Pluton en planète naine. C'est aussi le grain de sable. Donc, le grain de sable qui se met à l'intérieur du système et qui fait dérailler le système. Donc là, on commence à rentrer dans l'idée des énergies subtiles. Et on y rentrera, je dirais, au cœur de cette très grande transcendance, avec Eris, qui clairement nous met les deux pieds dans le niveau très grande transcendance. Avec Pluton et avec Orcus, quelque part, on est au portail de la très grande transcendance. Pluton comme Orcus ont un pied, je dirais, dans le système solaire qui est relativement proche, entre guillemets, hein, puisque par rapport au nuage de Oort, tout étant relatif, hein. Donc là, on est quand même encore dans une zone relativement connue, même si ça commence à devenir compliqué d'appréhender ce niveau-là de réalité, mais on est au portail. C'est un portail d'ailleurs qui présente... alors, ces deux-là fonctionnent, Pluton et Orcus, fonctionnent en balancier, puisque leurs orbites sont en résonance et forment comme un plateau symétrique, l'un par rapport à l'autre. Donc je pense que vraiment, Pluton est à penser avec Orcus.
Et ce qui est assez étrange aussi, hein, on n'a pas exploité suffisamment cette piste-là, je pense, sur le plan de la signification astrologique, c'est que Pluton présente donc, il ne fonctionne pas seul, c'est un duo aussi, puisqu'il est associé à Charon. Ce n'est pas un satellite, il fonctionne vraiment comme un système en duo, tous les deux. Et Orcus, a priori, aurait la même caractéristique, à minima un satellite et peut-être même une autre planète qui fonctionne en duo et qui est trop grosse pour être simplement un satellite. Donc on se retrouve finalement, quand on rentre dans le niveau transcendance, hein, c'est ce qu'il y a de plus intéressant sur le plan astro en tous les cas, eh bien on se retrouve face à deux planètes qui, donc on pourrait se dire, c'est comme les deux piliers d'un temple. Eh ben non, c'est pas seulement deux piliers, il y a 4 piliers. Donc c'est quand même quelque chose comment je pourrais dire, de puissant, d'installé, hein, on est sur du 4. Donc la transcendance, en tous les cas, lorsqu'elle ouvre ses portes, elle n'ouvre pas ses portes sur un petit portail un peu bancal, elle ouvre vraiment ses portes sur quelque chose de puissant, sur quelque chose comment je pourrais expliquer ça, sur quelque chose en tous les cas qui est stabilisé pour moi, qui est stabilisé. Et du coup, ça laisse entendre que quelque part, le niveau très grande transcendance est peut-être beaucoup plus organisé que ça, hein, parce que les piliers sont bien fixés au démarrage. Donc la porte, elle signale que le portail là, solide, hein, carré, eh bien, il signale que derrière, il y a une grande maison qui paraît moins chaotique et moins, je dirais, un peu en désordre que ça. Alors c'est certes, il y a du désordre, hein, c'est évident qu'il y a du désordre. C'est des planètes sur le plan symbolique de toute façon qui introduisent du désordre. Mais derrière ce désordre-là, il y a peut-être une logique finalement qui est très carrée, hein. C'est ce que j'ai tendance, en tous les cas, vu de nez, à penser par rapport à ces planètes naines-là, et d'où pour moi l'importance de vraiment réfléchir à une 4e colonne. Alors là, il faudrait des données cosmologiques, des données astronomiques que je n'ai pas, pour réfléchir un petit peu aux caractéristiques astronomiques et cosmologiques de ces planètes naines lorsqu'elles seront bien identifiées et qu'on connaîtra bien précisément leur orbite. Mais il y a des critères de toute façon à rechercher, comme a fait Jean-Pierre Nicolas dans les années 60, avec cette histoire de visible à l'œil nu et intérieur à l'orbite terrestre, visible à l'œil nu et extérieur à l'orbite terrestre, et également invisible à l'œil nu et du coup avec nécessité d'appareils optiques pour arriver à avoir accès à ce monde de l'invisible. Et bien là, je pense qu'on est également sur une organisation, au moins une colonne en tous les cas, qui est à penser à partir des données astronomiques, peut-être les orbites plus ou moins inclinées, je sais pas, hein, il faudrait vraiment se pencher là-dessus. Donc c'est un espèce d'appel, hein, on dira, si des astronomes sont intéressés par l'astrologie, ce qui est relativement rare d'ailleurs, mais bon, on peut toujours avoir comme ça un électron libre, une tête pensante. J'aimerais bien croiser effectivement mes idées avec ces connaissances dans ce domaine-là. Donc voilà, alors au niveau de mon livre, je reprends. Donc là, il y a eu, oui, ça c'est la deuxième partie. Donc la première partie, ça a été finalement toute la partie, je dirais, questionnement autour, enfin pas questionnement, information de départ sur Eris, de quelle information on disposait, d'un point de vue astronomique et d'un point de vue symbolique par la mythologie. Ensuite, j'ai repris les bases du système RET, parce que ça a été ma porte d'entrée, hein. Donc pour arriver à me suivre au niveau du livre, j'ai fait une synthèse qui fera peut-être l'objet d'une capsule pour donner comme outil, hein. C'est un outil qui est extrêmement rigoureux et qui correspond à
comment je pourrais dire, à une vraie grille de décodage sur le monde qui nous entoure, hein, puisque les rythmes des planètes sont les rythmes fondateurs. Et on les retrouve partout, ils sont infiltrés partout, puisque ce sont les premiers rythmes sur lesquels s'est construit les lois de la nature. Donc obligatoirement, elles empruntent l'homme. Ensuite, la deuxième partie de mon livre, c'est l'histoire du breakstorming dont je vous ai parlé. Voilà, c'est là le breakstorming, où j'ai déroulé finalement le fil, la bobine du fil, au démarrage à partir de mars, et puis toutes les associations d'idées que j'ai pu émettre. Hein. J'ai un raisonnement qui fonctionne beaucoup en analogie. Donc quand je tiens un bon filon, je le lâche pas, et la pensée me permet de remonter le fil et parfois de faire des découvertes qui sont vraiment très très étonnantes. On est sur l'idée d'une pensée abductive, hein, de toute façon. Avec l'astrologie, on ne peut pas fonctionner autrement que sur une pensée abductive. L'idée de la pensée abductive, c'est une pensée intuitive, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas se contenter d'être sur le fameux raisonnement scientifique traditionnel linéaire qui de toute façon touche clairement ses limites. Hein. On est obligé de croiser des informations de données très différentes, et de ces croisements-là, en repérant certains signes, eh bien, on peut avoir, je dirais, des idées originales qui du coup permettent d'ouvrir la pensée vers des découvertes plus inédites, parce qu'on est sur un raisonnement qui est plus global et qui rentre au cœur des systèmes. Actuellement, de toute façon, on abandonne la linéarité du raisonnement scientifique passé pour de plus en plus se tourner vers une pensée qui est davantage systémique, avec croisement de plusieurs domaines. Et là, je pense qu'effectivement, j'ai pu mettre le doigt sur la symbolique d'Eris et sa signification astrologique, tout simplement parce que je disposais de connaissances astrologiques bien costauds. Hein. Bon, je maîtrise pas tous les domaines, mais celui-là, en tous les cas, je le maîtrisais bien. Ça fait 30 ans que je pratique. Et également, j'ai des connaissances très solides, puisque c'est ma formation de départ, en psychologie. Donc, le croisement des deux a fait que j'ai pu, je dirais, ouvrir d'autres portes que d'autres personnes n'auraient pas pu, n'ayant pas la possibilité de croiser ces deux domaines-là, qui sont à la fois connexes, mais également qui s'enrichissent mutuellement, en tous les cas. Ensuite, hein, donc là, c'est la quatrième partie. Ah bah voilà, E égale MC2. Ah bah, et donc, vraiment, hein, tout le monde est au courant de cette formule-là et je ne la retrouvais pas. Donc cette formule-là, effectivement, c'est une équation révolutionnaire. Hein. Je reprendrai avec vous dans une future capsule le thème d'Einstein, parce que son thème est véritablement passionnant. Il y a un lien, je me suis aperçue qu'il y avait un lien entre Eris et le génie créatif. J'ai testé donc sur Marie Curie, ensuite j'ai testé sur Mozart, et à chaque fois on trouve des marqueurs communs. Et j'ai été confirmée là récemment, du coup ça va faire l'objet d'un prochain livre. J'étais sur la bonne piste avec Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, on retrouve des transversaux, hein, c'est d'ailleurs incroyable, hein, c'est absolument incroyable. On retrouve des transversaux entre Mozart, Curie et Einstein, dans leur façon de fonctionner, mais aussi dans leur parcours de vie. C'est vraiment étonnant. Ensuite, je me suis penchée effectivement sur, parce que là, on est sur une Eris qui est en force de création. Avec l'ensemble des génies créatifs. Encore qu'il y a un envers de décor, hein, puisque les avancées d'Einstein ont eu quand même comme conséquence aussi d'ouvrir la porte à la bombe atomique, comme pour Marie Curie, avec la radiothérapie qui, à haute dose, détruit le corps. On est pareil, on est sur quelque chose en tous les cas où il y a Eris, on est sur les deux faces d'une même médaille, une face de créativité et une face de destructivité. J'ai pensé à Adolf Hitler, donc j'ai regardé, il n'est pas érisien, mais par contre, ce qu'il y a vraiment de passionnant,
c'est que sa trajectoire de guerre, eh bien, est également parallèle. Il y a une lecture à 3 niveaux dans le thème d'Adolf Hitler. Voilà. Par Eris, il y a une lecture à 3 niveaux. Une lecture, je dirais, de compréhension de comment s'est mis en route sa trajectoire de guerre avec les différents événements historiques, hein, qui sont repris facilement et qui sont à chaque fois en lien avec des transits particuliers dans le thème d'Adolf Hitler. Il s'avère que alors là ça correspond à la deuxième piste d'Eris. La deuxième piste d'Eris, après l'histoire de la bombe atomique, comme ça correspond à Mars, je me suis dit, bon, Mars c'est le corps physique, s'il y a un autre corps au niveau de la transcendance, de la très grande transcendance, ça renverrait peut-être à ces histoires de corps subtils hein, qui traversent de toute façon toutes les civilisations. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose en lien avec le corps subtil. Et ce qu'il y a absolument d'incroyable, c'est que il y a une véritable superposition entre la trajectoire de guerre et la trajectoire de maladie de Parkinson, hein, puisqu'il était porteur de cette maladie-là, Hitler, entre les deux. Alors, au démarrage de la guerre, il était, je dirais, son Eris était bien balayé sur le plan des énergies, des transits, hein, des énergies des planètes qui transitaient sur son Eris. Et puis, quand ça commence à se gâter, eh bien, on a un Eris qui commence à être très malmené. Donc après j'ai essayé d'expérimenter sur d'autres situations avec des malades alors je me suis dit si Eris avec les puissances des énergies subtiles a l'aptitude de dérégler les énergies du corps physique, il se pouvait aussi que, à l'inverse, un corps malade, de façon inexpliquée, pouvait se retrouver à refonctionner grâce à, comment je pourrais dire, à l'influence des énergies subtiles qui remettent en route à partir du corps subtil le corps physique. Je me suis dit, bon, on va aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Et du coup, j'ai été regarder du côté des guérisons inexpliquées. Et là, à ma grande surprise, j'ai encore rencontré Eris qui était au rendez-vous. Voilà. Par rapport à Einstein, par rapport à Hitler plutôt, comme je le disais précédemment, donc là c'est là quoi, il est où là mon Hitler? Voilà. Par rapport à Hitler, il y a 3 lectures. Il y a la première lecture, trajectoire de guerre, en suivant donc les transits sur son Eris natal, trajectoire de sa maladie, en parallèle, hein, puisque bon, comme je vous ai expliqué, je pense qu'il y a un lien entre Eris et le corps subtil. Et il y a également, comme Eris est une planète extrêmement lente, lorsqu'elle se retrouve dans un coin du ciel, eh bien, elle met 10 ans pour à peu près changer de degré, ce qui fait que sur plusieurs générations, on peut avoir un Eris qui se situe à peu près dans les thèmes des personnes, grosso modo au même endroit. Ce qui fait que lorsqu'il y a des transits d'autres planètes, et en particulier Saturne, d'autres planètes lentes, eh bien ça touche énormément de personnes. Et ça peut du coup créer des véritables mouvements de société. Du coup, j'ai également investigué dans cette direction-là. Et il s'avère qu'effectivement, la rentrée en guerre eh bien, correspond à quelque chose, en tous les cas, des Eris de plusieurs générations, comme les révolutions comme type 1789, hein, puisque bon, comme je pense qu'il y a quelque chose de révolutionnaire dans cette planète-là, eh bien j'ai investigué du côté de 1789, hein, et là, une nouvelle fois, j'ai soulevé des choses qui m'ont moi-même bluffé, je vous dirais bien, et qui du coup m'ont, à partir de, je suis partie des Gilets jaunes, ça fera l'objet de la prochaine capsule. Je suis partie des Gilets jaunes, c'est eux qui m'ont mis sur cette piste-là. Je suis remontée en 1789 et
comprenant la petite mécanique qui était en œuvre, que j'expliquerai dans la future capsule, eh bien, je peux anticiper la prochaine révolution qui sera en 2049. Donc, je mettrai à jour les mécanismes astrologiques qui m'ont amené à arriver à cette conclusion-là. Et alors, il y a des fois en astrologie, il y a des choses, on n'est pas sûr. C'est pas évident, les messages parfois peuvent être contradictoires, en tous les cas c'est complexe, c'est toujours complexe de toute façon. Et parfois, c'est vrai que j'ai des doutes, je ne sais pas, et dans ces cas-là je le dis, parce que bon, faut être honnête, mais par rapport à cette histoire de révolution que je prévois sur 2049, là par contre j'en suis certaine. Alors bon, évidemment, ce sera un petit peu long pour prouver que j'ai raison, mais bon, rendez-vous dans 30 ans, et surtout rendez-vous déjà dans la capsule prochaine, qui va permettre de mettre à jour mon raisonnement et les éléments qui me permettent d'affirmer cette idée-là. En tous les cas, merci de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.